On va parler de Jules César avec Alfred de Montesquiou. Bonjour Alfred. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, écrivain, réalisateur, vous avez fait plein de trucs, du journalisme, Sciences Po et tout. Et là vous nous apportez ce qu'il faut bien appeler une BD. Moi j'appelle ça, c'est plus qu'une BD parce qu'il y a combien? Il y a 260 pages. Ouais, c'est un roman graphique. Un roman graphique, mais à la manière d'une BD, donc avec des vraies bulles, etc. Moi, Jules César. Alors revenir sur l'histoire de Jules César, je pensais qu'on savait à peu près tout de Jules César, et j'ai découvert plein de trucs que j'ignorais parce que vous êtes reparti, en fait, vous, de textes historiques. Enfin, je veux dire, c'est Jules César parle à la première personne dans votre livre. Ouais, vous l'avez dit, je suis journaliste à la base, ouais. Donc j'ai mené une enquête, non pas comme un historien, mais comme une enquête documentaire. Ouais. Et notamment, j'ai voyagé je suis allé sur les traces, sur les pas réels de César, donc j'ai voyagé dans 16 pays, ouais. Et j'ai interviewé les principaux historiens et archéologues dans chaque pays, pour croiser en fait les sources. J'ai vraiment utilisé une technique de journaliste, ouais, pour parler de quelqu'un, mais en l'occurrence qui est mort, mais que j'ai traité comme en journaliste. Voilà, que eux, enfin je veux dire, avaient traité en historien, et puis vous avez rassemblé toute la source. Ça fait combien de personnes que vous avez rencontrées pour pouvoir écrire le scénario, parce que vous êtes l'auteur du scénario, hein? Oh, j'ai interviewé plus de 40 historiens et archéologues ouais. dans la série du documentaire qui nourrit en fait, ouais, cette BD qui s'appelle Jules. Il y a 32 historiens et archéologues. C'est fou parce que je me faisais la réflexion en découvrant son histoire, en découvrant ce parcours. Ça reste très actuel en fait, Jules César. On a l'impression que c'est une histoire d'aujourd'hui. Ah ben, alors c'est hyper actuel pour plusieurs choses. D'abord, il y a des choses que César a mis en place qui sont toujours notre cadre de vie, notre cadre intellectuel. Ouais. Un exemple entre mille. Il est arrivé sur le Rhin et il a dit à droite du Rhin, c'est des Germains, à gauche du Rhin, c'est des Celtes. En gros, il a tracé la frontière entre la France et l'Allemagne. Ouais. C'est quand même intéressant parce qu'on vit encore avec. C'est vrai. Et puis, en tout cas, l'Alsace, par exemple, c'est vrai que c'est le Rhin qui fait office de frontière naturelle avec l'Allemagne. Ouais. Et d'autre part, et c'est vraiment le propos de cette BD telle qu'on a voulu la faire avec Neville, le dessinateur, ouais, c'est souligner à quel point en fait César, d'ailleurs moi je l'appelle Jules, ça ouais, m'embête de l'appeler César, je l'appelle Jules, c'est un jeune aventurier et qui nous ressemble énormément, qui est très humain. Et c'est pour ça aussi que Neville s'est beaucoup attaché à faire un cadrage de BD très très moderne, très cinématographique, presque manga par moment, parce que pour que ce soit fun, quoi. Ouais, c'est un, comment dirais-je, c'est presque un self-made man aussi. C'est quelqu'un qui, alors à la fois vient pas de la plèbe complète, mais en même temps vient quand même d'un milieu un peu désargenté et qui aurait pu mourir au berceau, quoi. Complètement. C'est un self-made man. Alors effectivement, il vient d'une famille d'aristos, mais ouais, complètement déclassée. Ouais. Il est malade, il grandit dans les bas quartiers à Subur, il est malade, il a la malaria. En plus, le dictateur qui arrive, qui s'appelle Sylla, le déteste et donc le menace de mort. Il est en cavale. À 18-19 ans, il est malade, en cavale, déshérité. Et il se retrouve sur une île grecque où il est fait otage par les pirates. Donc ouais, ça fait quand même beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Mais à chaque fois, il est suffisamment malin, intelligent. Aujourd'hui, on dirait HPI, quoi. Presque. Complètement. Alors là, vous avez mis le doigt sur le truc le plus important pour moi, ouais, sur César. C'est un total surdoué. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est contradictoire. Il capte très vite les choses. Ouais. Il est capable de tout et de son inverse. Ouais. Il est complètement HPI. Alors là, je suis totalement d'accord avec vous. Et il arrive à sortir de toutes les situations. Même quand, en Gaule, on imagine que tout est perdu, il y a un éclair, quoi. Il y a un truc qui fait que non. Et on sait ce que ça donne par la suite. Ouais, il y a plein d'exemples comme ça où on voit une espèce, ouais, de décision en une fraction de seconde. Notamment, alors il y a un exemple très intéressant, c'est sa dernière bataille à Munda, et il est en train de perdre la bataille. Il est face à son ancien meilleur ami, qui est devenu son pire ennemi, ouais, qui s'appelle Titus Labienus. Et Titus, en fait, il est aussi bon général que lui. Les autres, ils n'étaient pas aussi bons. Lui, il est aussi bon. Ouais. Et il est en train de perdre la bataille. Et à un tout petit moment, Titus commet une microscopique erreur, mais on parle d'un truc minuscule à l'échelle d'une bataille où il y a des dizaines de milliers de combattants. Et César saisit en une fraction, et c'est là où il est très HPI, ouais, il saisit, et plutôt de s'en servir d'un point de vue de combat, il lance une fake news. Il dit, ah regardez, il s'enfuit, alors qu'en fait le type était juste parti galoper pour revenir. Et il change complètement un registre.
Et il gagne la bataille en lançant une fake news. Ouais, c'est pas la seule, c'est pas la première d'ailleurs, parce qu'en fait, il profite déjà des mauvais jugements des autres depuis le début. Il sait se faire aussi des amis. Il sait se mettre au niveau des gens auxquels il s'adresse. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est est-ce que quelque part c'est pas l'inventeur du populisme aussi, parce que lui, pour accéder au pouvoir, il décide d'utiliser ou de se poser en tout cas sur le peuple. Tout à fait. Alors, il appartient à un parti qui s'appelle le Parti des Populares, qui est opposé aux Optimates, qui veut dire les meilleurs. Ouais. Aujourd'hui, en fait, on pourrait dire qu'il est de gauche, face à la droite conservatrice, qui est à la fois conservatrice et le parti de l'argent et le parti d'une espèce de pureté ethnique. Donc c'est vraiment la droite. Ouais. Et lui, il appartient vraiment à la gauche, populaire, populiste aussi. Et d'ailleurs, il est les deux, ouais. Mais il est aussi sur l'ouverture. Mais d'ailleurs, il va devenir dictateur, donc. Et il va devenir dictateur, et il va inspirer d'ailleurs les dictateurs, enfin que ce soit le fascisme, etc. Mais sincèrement, je pense que c'est un homme qui, c'est un anachronisme, mais aujourd'hui on peut légitimement considérer comme un homme de gauche. Ouais. Il est antiraciste, il défend le pouvoir d'achat si on veut. Ouais. Il annule les dettes, il annule les loyers trop forts. Il répartit les terres aussi. Il répartit les terres. Et d'ailleurs, ça a un rôle essentiel dans ses victoires, hein, parce que ses victoires contre les Optimates pendant la guerre civile, c'est parce qu'il a aussi des peuples étrangers ouais. qui le soutiennent en sachant, parce que les étrangers savent que lui soutient l'universalisme, soutient les non-romains. Oui, et même aussi à un moment donné, il explique qu'il veut pas que les gens le suivent pour l'argent ou par peur. Non, il veut que ses troupes, que ses légionnaires l'aiment. Oui, alors ça c'est une phrase intéressante, mais c'est vrai qu'en fait il politise l'armée. Ouais. Quand il arrive, c'est à Besançon. Il vire les grands généraux, machin, etc. Rentrez à Rome, de toute façon vous n'êtes que des mauviettes. Moi je vais me baser sur le peuple, je vais me baser sur les légions, quoi. Il politise les légions, il politise en fait les sous-officiers, les centurions, les décurions et le légionnaire. Donc en fait des gens, entre guillemets, comme lui, c'est-à-dire qui sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, mais qui ont dû gagner un peu à la sueur de leur front, quoi. Tout à fait. Et c'est vraiment, pour moi, l'une des clés du personnage que vous évoquez, c'est en fait une notion de lutte des classes, de vengeance sociale. C'est ouais. très important chez César. Ouais, c'est aussi un fin stratège qui. Est-ce qu'il est allé chercher des exemples? Oui, il est allé chercher des exemples dans le passé. Lui aussi, on s'inspire toujours un peu du passé. Dans la manière d'haranguer les foules, il s'est inspiré aussi de ceux qui l'ont initié quelque part. Oui. Alors nous, on le voit, il prend tellement de place dans notre histoire ouais. que on le voit un peu comme le début de tout. Non, lui-même avait des sources. D'abord, Alexandre le Grand, c'était un modèle. Ouais. Et il y a une scène incroyable où ils font en larmes devant la statue d'Alexandre le Grand en disant à 33 ans, t'étais mondialement connu. Moi, j'ai rien fait. Personne ne va se souvenir de Jules César. Ouais. Et en fait, c'est un joli clin d'œil. Ouais, mais c'est intéressant. Mais ça, c'est vrai, par exemple, comme oui, bien sûr. Ah, bien sûr, tout est vrai. La BD, tout est vrai dans la BD. C'est une BD historique. Moi, mon travail de narrateur romanesque, c'est de remplir les blancs entre les sources historiques ou alors d'arbitrer entre deux sources historiques qui se contredisent. Et il y en a beaucoup. Oui. Mais par contre, le fait qu'il pleure, en tout cas, est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas mettre ma main à couper. C'est ce que les gens de l'époque ont dit. C'est dans les sources historiques, les biographes, c'est chez Suétone, c'est Plutarque, etc. Donc, il a lu les classiques. Enfin, il a Alexandre le Grand, il a lu les classiques. Et puis, il a des modèles autour de lui, notamment la grande figure fondatrice du Parti populaire, qui est Marius, qui est son oncle par alliance. Et alors, il a eu un précepteur aussi un peu particulier. Là aussi, c'est décalé par rapport aux autres patriciens de l'époque. Ouais, il a un précepteur qui s'appelle Gnifo. Alors à l'époque, les patriciens romains, donc l'élite romaine, avait toujours des précepteurs grecs pour parler grec. C'était chic, c'était intelligent, et puis Mais lui, comme il est pauvre, sa famille peut pas se payer un grec. Ça coûte trop cher. Et du coup, en fait, ils ont un grec de Marseille qui vient de plus près. Et bon, c'est quand même un grec, mais bon, c'est un grec avec l'accent de Marseille, quoi. C'est drôle quand même. Voilà, c'est même là quelque part, il y avait une volonté mais il y avait quand même déjà un manque de moyens, quoi. On voit la gêne financière à plein d'endroits au début de sa vie. On voit aussi que ce sont pas ses parents qui payent le précepteur, c'est sa tante. C'est sa tante quelque part aussi qui va un peu lui mettre le pied à l'étrier, notamment par les alliances, quoi, et les alliances matrimoniales. Ouais, complètement. Et cette tante, elle s'appelle Julia, c'est la sœur de son père. C'est la femme de Marius, c'est-à-dire c'est la femme du plus grand homme de gauche, disons, pour reprendre le terme, de l'époque. Et alors, elle le fait évidemment parce que elle est dans une logique aristocratique, une logique de lignage, et elle veut que les Julie, qui est donc ce clan, cette caste, cette famille, continue.
Ouais. Il y a eu un truc qui m'a un peu surpris, c'est qu'à un moment donné, j'ai cru comprendre, moi, que César s'était abandonné au plaisir charnel avec un autre homme pour obtenir quelques faveurs. C'est quelque chose que je ne savais pas, que je n'imaginais pas, et où vous expliquez dans le livre, vous faites dire, bon, alors chez les Grecs, ça passe crème, mais ici, il faut quand même pas trop ébruiter, quoi. Oui, alors le problème, alors César, oui, clairement, enfin Sueton le dit à plusieurs passages, Ouais. était bisexuel. Il y a l'épisode très connu avec donc le Nicomède, le roi de Bithynie, alors qu'il est dans sa jeunesse, quand il va chercher des bateaux et l'aide politique de Nicomède. Mais quand on dit Sueton, il y a d'autres épisodes avec un sergent, des éphèbes et tout ça. Ce qui a beaucoup choqué avec l'épisode de Nicomède, c'est que c'est pas tellement l'homosexualité, c'est l'homosexualité passive. C'est-à-dire que si on était le partenaire actif, Oui, ça voilà. allait pour les Romains. Ça restait viril, entre guillemets. Voilà, ça restait viril. Ouais. Alors que là, on l'appelle, donc ses ennemis l'appellent la reine de Bithynie. Enfin, et donc il y a cette phrase très connue d'ailleurs sur lui, que d'ailleurs c'est les propres légionnaires employés à la fin de sa vie. On dit, c'est l'époux de toutes les femmes et la femme de tous les maris. Parce qu'il était aussi considéré comme un amant, il se tapait toutes les femmes de Rome, quoi. Il avait, comment Il avait une dirais-je... sexualité très active, disons. Oui, voilà, pas seulement ça, mais on parle aussi pour sa lignée de sexualité vigoureuse ou je ne sais plus quel est le terme exact. Oui, enfin, hyperactive. Oui. Mais alors, après, certains historiens vont vous dire, attendez, c'est peut-être ses ennemis qui disent ça pour le décrier, ou alors c'est peut-être ses amis parce que, finalement... Pour valoriser justement cette image de virilité, quoi. Voilà. Et en fait, la conquête... justement, on parlait du rêve d'Alexandre, enfin, à l'époque où il pleure devant la statue d'Alexandre, même à la même époque, à Cadix, en Espagne, c'est là que ça se passe, il fait des rêves où il couche avec sa mère, il viole sa mère, et il est horrifié. Mais les devins, les médecins lui disent, non, parce qu'en fait, ta mère, ça représente la terre, comme la Pachamama, si on veut. Ouais. Et en fait, coucher, c'est conquérir. Ouais. C'est une conquête, d'ailleurs, comme on emploie en vieux français, une conquête. Voilà. C'est resté dans le langage Voilà. populaire. Hein, Et aussi. donc, il y aurait cette idée que l'hypersexualité de César, en fait, donc certains disent c'est ses ennemis pour dire qu'il est dépravé. D'autres disent non, c'est quelque chose qui est écrit par ses amis pour montrer qu'il est il a beaucoup de conquêtes féminines ou territoriales. Il est puissant, quoi. Ouais, c'est l'homme puissant. Voilà, les attributs de l'homme puissant, comme d'avoir une grosse voiture. Oui, il avait un grand char. Donc, Voilà, il y avait un grand char, beaucoup de chevaux. Moi, Jules César, une autobiographie dessinée, c'est passionnant. C'est pour le script, en tout cas, de vous, Alfred. Et le dessin de Neville, voilà, très novateur, qui sont magnifiques aussi. Et voilà, c'est une vraie grosse histoire d'un personnage qui reste inspirant aujourd'hui encore. Merci beaucoup. Merci.